Bonjour, j'espère que vous avez pu bien assimiler le contrôle hormonal de la folliculogenèse. Dans cette partie, on va aller plus dans le détail, tel est le vice de tout scientifique. On va se focaliser dans cette deuxième partie du TD2 sur le contrôle de la maturation ovocytaire. Parfois, on se pose un peu la question suivante. Quand vraiment commence la maturation ovocytaire? Puisque vous dites que la folliculogenèse est différente de l'ovogenèse, alors que en ovogenèse, on fait partie. L'ovocyte est dans le follicule, c'est bien ça? Oui. Mais il faut comprendre une chose. L'ovocyte contient quoi exactement? De l'ADN. Et il n'aura pas juste besoin de son ADN pour la fécondation et le développement embryonnaire par la suite, mais aussi des protéines, des transcrits maternels, d'un métabolisme robuste pour réussir tout le processus. Et puisque c'est toute une industrie qu'il faut mettre en marche, l'ovocyte sera incapable de faire tout ça tout seul. Il aura besoin des cellules nourrissantes. Ce sont les cellules folliculaires qui entourent l'ovocyte. C'est pour cette raison qu'on aura besoin du développement des follicules, de la folliculogenèse au vrai sens du terme. Bien que normalement l'ovocyte est bien bloqué en prophase 1. Et il ne va démarrer normalement sa division cellulaire pour sortir de la prophase 1 vers la métaphase 1 qu'au stade préovulatoire. Et c'est grâce à cette formation, c'est-à-dire cette vésicule qui est au sein de l'ovocyte, qu'on a pu appeler cet ovocyte vésicule germinale, et bien sûr jusque-là on est au stade immature. Pour passer au stade de métaphase 1. Et après au stade de métaphase 2. Et c'est là le vrai stade mature de l'ovocyte. Donc la maturation ovocytaire en principe c'est quoi? Avant tout c'est une division cellulaire. C'est l'ensemble des processus qui impliquent l'arrêt de la méiose à la prophase 1. C'est normalement le stade VG. Donc, et bien sûr sa progression à la métaphase 2. Donc la maturation cytoplasmique elle est caractérisée par la réorganisation des organites et le stock d'ARN messager, des protéines et des facteurs intervenant à la fécondation et à l'embryogenèse. Après l'expulsion du globule polaire, au stade de métaphase 2, les mitochondries, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'organiser et se disperser de manière uniforme. Après, ils vont se regrouper et placer les appareils de Golgi autour du fuseau, alors que les granules corticaux vont devenir uniformément denses et puis ils vont se répartir et former une couche qui s'attache à la membrane cellulaire. Donc, pour un peu parler des étapes de la maturation ovocytaire, en premier temps, on a la rupture de la vésicule germinale, après c'est la condensation des chromosomes, après c'est la formation du fuseau chromosomique, après c'est le passage et arrêt en métaphase 2 jusqu'à la fécondation. Et bien sûr, à ce stade, on a la multiplication des mitochondries, des appareils de Golgi qui sont développés et une migration des granules corticaux. Donc jusque-là, quand on parle de la division méiotique et de l'expulsion du globule polaire, c'est plutôt la maturation nucléaire. Et ceci n'est que la partie apparente de la maturation, sans la définir en totalité. Donc la partie cachée, elle représente quoi en vrai sens du terme? C'est la maturation cytoplasmique. Comme vous le voyez, elle va concerner plutôt l'organisation des microtubules, l'organisation des filaments d'actine,
c'est ce qui est en vert. La distribution des mitochondries. Les mitochondries, ce sont ces boutons-là, qui sont marrons. Et du réticulum endoplasmique. Et même des appareils de Golgi. C'est ce qui est en orange. Et il faut savoir une chose, c'est que la vraie maturation, ce n'est pas avoir en quelque sorte la maturation nucléaire et après la maturation cytoplasmique, mais c'est plutôt avoir une certaine synchronisation qui est parfaite de ces deux sortes de maturation. C'est-à-dire avoir à la fois la maturation nucléaire et avoir à la fois la maturation cytoplasmique. Sinon, on aura des anomalies. L'ovocyte ne sera pas assez compétent, que ce soit pour la fécondation, que ce soit pour les développements embryonnaires. Sinon, on aura même des aneuploïdies chromosomiques au niveau embryonnaire et on pourra avoir même des fausses couches à cause de ça. Donc, pour récapituler un peu, quand on parle un peu de la maturation nucléaire, ça concerne plutôt la formation du fuseau méiotique, la résorption méiotique, avoir plus d'intégrité de l'ADN et préparer les transcrits maternels. Alors que pour la maturation cytoplasmique, c'est plus un réarrangement du cytosquelette, une distribution des granules corticaux, des distributions des mitochondries, un potentiel de la membrane mitochondriale, parce que c'est très important, sinon on va avoir du stress oxydatif qui va tout simplement stresser notre ovocyte, et avoir des transcrits mitochondriens qui sont essentiels pour avoir assez d'énergie pour la fécondation surtout. Donc quand on parle un peu de la maturation, et comme on a évoqué en premier temps, c'est que normalement l'ovocyte il ne peut pas tout faire tout seul. Il a besoin des cellules nourricières, c'est-à-dire des cellules de granulosa et même des cellules de TEC. C'est-à-dire c'est plutôt certaines communications qui va évoquer tout un complexe de cumulus et ovocyte, le COC. Donc, en premier lieu, au sein du COC, les différentes lignées cellulaires interagissent entre elles sous l'effet de gonadotrophine d'une part et d'autre part sous l'effet des hormones. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est l'intervention spécifique des différents facteurs de croissance, comme vous le voyez ici. Déjà au niveau ovocytaire, on a le GDF9 et le BBMP15A. Ces deux facteurs, il ne faut pas les oublier parce que ce sont les facteurs clés de la maturation ovocytaire. Sans eux, on ne peut rien avoir, tout simplement. Mais là, j'insiste sur le rôle du GDF9 et avec BMP15. Donc, là, avec une vision plus détaillée, pour parler un peu de l'ovocyte, en communication directe avec les cellules de granulosa, et les cellules de granulosa et de communication directe avec les cellules de TEC. Déjà au niveau de la TEC, qu'est-ce qu'on a? Plutôt des récepteurs de LH qui vont sécréter l'androgène. Alors qu'au niveau des cellules de granulosa, qu'est-ce qu'on a? C'est plutôt des récepteurs de la FSH pour nous faire la production de l'ostradiol. Et tout ça, bien sûr, c'est grâce à la communication bicellulaire entre ces deux entités cellulaires. Parce que, bien sûr, il ne faut pas oublier que les androgènes ils vont être transportés vers les cellules de granulosa pour être transformés en ostradiol grâce à l'enzyme de P450 aromatase. Donc, allons de plus en plus en détail. Bien sûr, après, il y aura l'expression des récepteurs de LH, et c'est là où normalement LH il va pouvoir agir sur les cellules de granulosa. Et tout ça va pouvoir induire facilement la sécrétion de BMP4, BMP7 et le TGF-bêta, qui va avoir une action positive sur les cellules de TEC, c'est-à-dire sur sa prolifération. D'autre part, on aura plutôt une diminution de l'hormone antimillarien. Il y a plus une activation de l'inhibine activine, c'est comme là, pour les deux, c'est comme un switch on et off. Pour les deux, c'est un contrôle. Et après, il y aura plutôt une augmentation des autres facteurs de croissance BMP 2, 5 et 6. D'autre part,
il y a déjà la sécrétion de BMP 2, 5 et 6, bien sûr. Il y a une diminution de l'AMH et bien sûr l'action de l'inhibine activine. D'autre part, il y a bien sûr l'augmentation de GDF9, l'augmentation du BMP15 et l'augmentation de la sécrétion de BMP6. Et il ne faut pas oublier là qu'il y a plutôt une sécrétion qui est bien particulière du TGF-alpha. Alors qu'au niveau des cellules de granulosa, on aura plus autre type de facteurs. TGF-bêta avec le TNF-alpha. TNF-alpha c'est quoi? C'est Tumor Necrosis Factor. D'autre part, il y a l'interleukine 1. Si vous vous rappelez, l'interleukine 1, on l'a évoqué au niveau de la spermatogénèse. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une cytokine qui est très essentielle pour la pro-inflammation. Alors là, on aura besoin de l'inflammation parce que là, il faut déjà se préparer d'une part à l'ovulation et d'autre part à faire en sorte d'avoir de plus en plus de vascularisation pour avoir plus d'alimentation et de nutriments pour la prolifération. L'IGF, c'est plutôt pour la régulation des hormones. Et là, c'est plus en relation avec les problèmes métaboliques, c'est-à-dire si on évoque là l'exemple des femmes qui ont un problème androgénique. Donc là, tout simplement, ils ont montré qu'il y a un problème de sécrétion de l'IGF. Alors qu'au niveau de l'ovocyte, il y a plus une sécrétion de BMP6 et du TNF-alpha. Donc, allons de plus en plus en détail. Donc, les cellules de la granulosa péri-ovocytaire forment le cumulus ou la corona radiata. Il faut bien comprendre que ces cellules sont extrêmement importantes pour la régulation de la folliculogénèse. On sait maintenant qu'elles sont en communication directe avec l'ovocyte, avec lequel elles forment un véritable syncytium. Or, ces cellules sont principalement sous l'influence de la FSH jusqu'au pic de LH. Donc, pour avoir une vision plus détaillée, comme vous le voyez, il y a déjà une sécrétion du GDF9 et d'autre part, on a le BMP15 et le BMP6. Donc, le GDF9 va aller directement agir sur des récepteurs spécifiques au BMP et là, au niveau des cellules de granulosa et plus spécialement sur les cellules cumulus, ils sont plus proches des ovocytes. Et là, bien sûr, ça va activer la voie de signalisation des SMAD. Que tous ces signaux, ils sont nécessaires pour démarrer la maturation ovocytaire. Mais suite au pic de la LH, comme vous le voyez ici, il y a une stimulation de production de MIH, c'est-à-dire Maturation Inducing Hormone. C'est une hormone qui va induire la maturation, d'où le nom l'indique. Au niveau des récepteurs de cette hormone, MIH, il va avoir, par les cellules de granulosa et les cellules de TEC, c'est ce qui va induire tout simplement la production d'un autre facteur, le facteur promoteur de la maturation, le MPF, Maturation Promoting Factor. C'est ce qui va dégrader la vésicule germinale et commencer concrètement la maturation. Donc à ce niveau, pour aller de plus en plus vers le détail pour comprendre un peu qui décide vraiment la maturation de l'ovocyte. Déjà les gonadotrophines FSH, ils vont se lier à leurs récepteurs dans les cellules du cumulus FSH. Et ils vont bien sûr induire une augmentation de production d'AMP, d'AMPC cyclique, d'AMP cyclique. Donc cette augmentation va induire quoi? Une inactivation du MPF, parce que c'est une augmentation qui est très importante. Elle est assez importante pour pouvoir inactiver ce facteur. C'est quoi ce facteur? C'est Maturation Promoting Factor. Donc jusque-là, normalement, ce facteur, il est inactivé.
Et c'est ça ce qui va induire cet arrêt méiotique. Mais imaginons que normalement, on n'a pas ça. C'est-à-dire, d'une part, on aura plutôt la sécrétion de LH qui va agir sur les récepteurs de LH au niveau de la TEC pour, qu'est-ce qu'ils vont faire tout simplement? C'est fermer toutes les gap junctions. Et c'est comme ça qu'on n'aura pas ce flux d'AMP cyclique et d'autre part de GMP cyclique. Donc tout ça va induire une sécrétion qui est normale d'AMP cyclique, qui est d'origine intrinsèque. Elle n'est pas assez importante, elle n'est pas assez suffisante pour pouvoir inactiver ce facteur. Et c'est pour cette raison, grâce à cette réduction de ces niveaux d'AMP cyclique, on va avoir cette activation du facteur promoteur de la maturation et c'est comme ça qu'on arrive à rompre le vésicule germinal et commencer la vraie maturation ovocytaire. Donc là, c'est plutôt un schéma récapitulatif de tout ce système que vous avez vu ici. Et bien sûr, ce schéma, vous l'avez sur le polygone. Au niveau de la communication COC, comme vous le voyez, on va de plus en plus en détail. Là, ce sont les cellules de cumulus. Là, voilà, c'est l'ovocyte. Il est entouré par les cellules de granulosa. Et ce qui est en jaune, c'est plutôt la couche des cellules de TEC. Et comme vous le voyez, au niveau de la couche de cellules de TEC, on n'a que des récepteurs de LH. Alors qu'au niveau des cellules de granulosa, on peut avoir des récepteurs de FSH et même des récepteurs de LH, mais bien sûr moins nombreux qu'au niveau de la TEC. Et bien sûr, tout ça, c'est grâce à la sécrétion de LH qui va augmenter l'expression des récepteurs de LH. Et d'autre part, on a des récepteurs qui sont bien spécifiques à l'IGF-1. Et on va voir comment normalement il y a cette communication au niveau de ce complexe qui est le COC. Donc déjà, on va commencer par l'ovocyte pour voir un peu le rôle du GDF9 et BEMP15. Il faut savoir une chose. Si on a un manque de GDF9, on aura tout simplement le blocage de la maturation au stade du follicule primaire. Et on n'aura pas vraiment la TEC. Donc c'est grâce à lui qu'on arrive à avoir cette prolifération des cellules de TEC et qu'on arrive normalement à avoir la maturation ovocytaire. Mais si par exemple on n'arrive pas à avoir le BEMP15, tout simplement la croissance ovocytaire il ne va pas être régulé. C'est grâce à lui qu'on arrive à avoir cette régulation de la croissance de la maturation ovocytaire. Donc juste après, à part ces deux facteurs, on aura besoin des deux autres facteurs qui sont très essentiels et qui sont primordiaux pour la maturation ovocytaire. Ils sont sécrétés par les cellules granulosas, ce sont la REG et REG. Ils vont sécréter tout simplement pour aider cette maturation et surtout cytoplasmique. Donc juste après, ce GDF9 BBMP15, il ne va pas agir juste sur l'ovocyte lui-même, mais même au niveau des cellules de granulosa pour aider cette transformation du cholestérol au niveau de la TEC pour le transformer en ostradiol au niveau des cellules de granulosa par normalement l'intervention de l'enzyme P450 aromatase, comme on a déjà expliqué avant au niveau de la théorie bicellulaire entre les cellules de granulosa et cellules de TEC. Et juste après ceci, cette augmentation de l'expression de la production de l'estradiol va augmenter l'expression des récepteurs de LH au niveau des cellules de granulosa. Et ceci va augmenter même la production d'AMP cyclique au niveau de la TEC. Donc d'autre part, une fois au niveau des récepteurs IGF-1 au niveau des cellules de granulosa, on a cette action positive de l'IGF-1 qui a un rétrocontrôle positif, c'est-à-dire
il est là, il est lié, il va agir directement sur lui-même pour augmenter la prolifération cellulaire des cellules de granulosa et même pour accélérer son métabolisme. D'autre part, il y a déjà l'intervention même du TGF-bêta qui accompagne toujours l'IGF-1 et qui va augmenter de plus en plus la prolifération cellulaire au niveau des cellules de granulosa et qui agit en même temps sur l'activité de l'enzyme qui est le P450 aromatase. Et quand on parle un peu de cette enzyme au niveau de la TEC, donc on aura de plus en plus de transformation des androgènes. Donc vous comprenez un peu maintenant pourquoi les femmes qui ont un problème d'expression de l'IGF, ils ont un problème hormonal. D'autre part, il y a la sécrétion de l'AMH. Et si vous vous rappelez très bien, il est sécrété par qui? Par les cellules de granulosa. Pourquoi? Pour réguler la sécrétion de la FSH. Et d'autre part, il y a déjà la sécrétion de l'IGF par les cellules de TEC et qui vont agir directement sur l'ovocyte. Il ne faut pas oublier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Epidermal Growth Factor, c'est-à-dire un facteur de croissance qui va agir directement sur l'ovocyte pour l'inciter à croître plus rapidement. Et bien sûr, ceci, quelque sorte, on aura besoin bien sûr de l'AMP cyclique, GMP cyclique, qu'on a déjà évoqué avant, pour vraiment déclencher la vraie maturation cytoplasmique. Et d'autre part, on aura de plus en plus une augmentation des prostaglandines et des cyclooxygénases 2. Ce sont des pro-inflammatoires, bien sûr, qui vont plutôt induire la pro-inflammation, qui va inciter tout simplement à préparer, plutôt, ils vont préparer l'ovocyte à l'ovulation par la suite. Et ceci va induire une augmentation du BCL2 avec une diminution du caspase-3. Ces deux facteurs, ce sont plutôt des facteurs anti-apoptotiques, c'est-à-dire grâce à ce switch on et off, c'est-à-dire bien sûr le caspase, il est connu, c'est une cascade de caspase, c'est-à-dire une cascade d'apoptose. Moins on a du caspase qui est régulé par la présence du BCL2, donc on aura tout simplement plus d'anti-apoptose. Et bien sûr, ces facteurs anti-apoptotiques vont switcher par la suite une fois l'ovocyte va être expulsé. Et c'est ça ce qui nous donne vraiment la litholyse. Donc, imaginons qu'on n'a pas de GDF9. On aura de 1, un blocage de la maturation au niveau du follicule primaire. On n'aura pas de TEC. Et d'autre part, on aura une croissance qui est rapide de l'ovocyte. D'autre part, si on a de l'IGF-1, on a plus de prolifération des cellules de granulosa et stéroïdogénèse des cellules de granulosa. Mais si on n'a pas de l'IGF-1, on a moins de cellules de granulosa et un blocage de croissance folliculaire au niveau du stade follicule secondaire. Parce que c'est très important pour la régulation hormonale. Donc là, c'est plutôt le schéma récapitulatif. Si on veut avoir la maturation ovocytaire pour passer du stade de vésicule germinale vers le stade métaphase 2, voilà de quoi on a besoin. De 1, des androgènes, des gonadotrophines, de l'œstradiol, des facteurs de maturation qui sont AREG et les REG, un métabolisme lipidique avec une augmentation du cortisol et une diminution des acides gras, des acides aminés avec une diminution du valine, une diminution des isoleucines, des radicaux libres qui va diminuer le stress oxydatif et il va augmenter l'activité des enzymes antioxydants comme le superoxydismutase et la catalase, l'augmentation des facteurs mitotiques, c'est-à-dire les cyclines, les facteurs de croissance, surtout le GDF9 et le BPMP15 qui sont sécrétés par l'ovocyte lui-même et qui vont agir sur l'ovocyte et en même temps au niveau des cellules de granulosa. Il y a une diminution du VEGF, genre de vascularisation, c'est grâce à lui qu'on va avoir la vascularisation, mais en premier temps, on n'en a pas besoin.
il y aura une augmentation de cette vascularisation jusqu'à la fin pour inciter l'ovulation. Donc en premier temps, si on a déjà cette vascularisation qui est très élevée, on aura un problème d'hyperstimulation ovarienne et là c'est un syndrome qui est à part. Et d'autre part, il y a déjà l'augmentation de BMP2. D'autre part, on aura besoin d'une part des cytokines qui sont pro-inflammatoires de type TH1. On va normalement en parler en détail dans la troisième partie de cet TD. Et d'autre part, des cytokines qui sont de TH2, c'est-à-dire anti-inflammatoires. Il y a déjà l'augmentation du HLA-G, de stéroïdogenèse, les CYP, c'est ce qui va normalement aider à faire transformer des androgènes, le métabolisme, c'est-à-dire pyruvate, l'AMP cyclique, GMP cyclique, et des facteurs anti-apoptotiques, c'est-à-dire une augmentation du BCL2 et une diminution du caspase-3. Et là, bien sûr, c'est le schéma de récapitulation de la maturation ovocytaire que vous avez déjà au niveau du polycom. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions. Et bienvenue pour voir la troisième partie de cet été.